Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous de ce jeu, c'était podcast. Soyez les bienvenus. On se rapproche doucement de l'épilogue de cet Open d'Australie 2025 et il a revêtu son plus bel apparat parce que c'était la journée des femmes aujourd'hui à Melbourne Park et il ne voulait rater ça pour rien au monde. Merci Philippe Dehaze d'être de retour parmi nous pour débriefer cette demi-finale dames. Est-ce que tu as survécu à ces matchs émotionnellement? Bonjour Christelle, c'était alors la première demi avec Sabalenka était un tout petit peu moins passionnante quand même, mais la seconde, waouh, c'est ce genre de match-là qu'on aime voir, c'est ce genre de match-là qui peut mettre une magnifique promotion sur le tennis féminin. C'était plein d'émotions, plein de rebondissements, c'était fabuleux. Oui, et parce que cette finale tant attendue entre Iga Swiatek et Aryna Sabalenka n'aura pas lieu samedi. Madison Keys, 14e joueuse mondiale, en a décidé autrement. L'Américaine a créé l'énorme surprise ce jeudi en demi en éliminant Iga Swiatek, numéro 2 mondiale et l'une des grandes favorites du tournoi. Victoire 5-7, 6-1, 7-6. Swiatek n'a pas su saisir sa chance sur la balle de match qu'elle s'est procurée. Madison Keys, elle, en a profité pour s'engouffrer dans la brèche. C'est un peu une défaite belge aussi, hein, Phil, puisque Wim Fissette est le coach d'Iga. On l'a vu tout au long de cette quinzaine au bord du court. Alors, on va revenir, si tu veux bien, sur les temps forts qui ont ponctué ce match complètement fou. Une rencontre qui a duré 2h35 et qui a terminé au bout du suspense 10-8 dans le super tie-break du troisième. La défaite la plus cruelle qui soit pour un joueur de tennis. Swiatek était d'ailleurs en pleurs au moment de rejoindre le vestiaire, tout comme son adversaire d'ailleurs sur sa chaise, incrédule de sa performance du jour. Et le match n'avait pourtant pas commencé dans une très grande intensité. On sentait les deux joueuses très tendues. Elles ont d'ailleurs cédé leur service dans les 3 premiers jeux. Là, Madison Keys a commencé à faire beaucoup plus de fautes directes pour être rapidement menée 5-2, moment où elle a même eu une balle de 7 contre elle. Mais Madison Keys a eu un sursaut d'orgueil et elle est parvenue à revenir petit à petit dans ce premier set, 5-3, 5-4, 5-5. À ce moment-là, la réaction de Swiatek a été très belle. En championne, elle a serré le jeu pour s'imposer 7-5 dans le premier set. Mais le fait pour Madison Keys d'être revenue de 5-2 à 5-5 a semé le doute dans la tête de la Polonaise. Et depuis ce moment-là, la physionomie du match a un peu changé. Car on pensait que Madison Keys avait pris un coup sur la tête après la perte du premier set, mais il n'en a rien été. L'Américaine a débuté le deuxième pied au plancher. Elle mettait tellement de pression sur Swiatek qu'elle était sur la défensive tout le temps, la Polonaise. Elle commettait beaucoup de fautes directes dont elle n'a pas du tout l'habitude. Elle avait l'air crispée, elle ne rentrait pas dans la balle comme elle sait le faire. Elle était simplement bousculée par les accélérations foudroyantes de Madison Keys. C'est comme ça que l'Américaine a déroulé dans la deuxième manche pour mener 5-0 après 19 minutes. Au niveau du service, Swiatek n'était pas du tout à l'aise non plus. 53% des points gagnés derrière sa première balle, seulement dans l'ensemble du match. Et elle n'a pas gagné un seul point derrière sa deuxième dans le deuxième set. Agressée au retour à un set partout, elle avait déjà été breakée 7 fois au total. Je ne sais pas si tu t'imagines, mais ce n'est pas l'habitude de Swiatek. Alors dans le troisième set, les choses sérieuses ont débuté. Le niveau des deux joueuses est monté d'un cran. Elles ont offert plus d'échanges de qualité. Elles étaient au coude à coude jusqu'à ce que Swiatek break à 5-5 pour s'offrir l'occasion de servir pour le match. Mais à 6-5, 40-30 sur son service, Swiatek a manqué cette balle de match et Madison Keys est revenue à 6 jeux partout. Et puis, dans ce super tie-break, Swiatek et Keys étaient à leur maximum. Là, c'était vraiment du tennis de très, très haut niveau. Jamais Madison Keys n'a abandonné, alors qu'elle était menée 3-1, 4-2, 5-3, 7-5. Finalement, c'est elle qui, au mental, a pris l'ascendant 8-8 pour clore ce super tie-break 18 sur son service. Tactiquement, je trouve qu'il a manqué à Swiatek un peu de lucidité. Elle n'a pas réussi à mettre les bases de son jeu en place. Elle essayait de terminer le point en 2-3 frappes, en tentant des coups gagnants impossibles, comme elle sait le faire face à la plupart de ses adversaires. Mais ici, elle partait à la faute, là où elle aurait pu un peu temporiser, arrondir, trouver des zones, faire plus travailler l'américaine. Et à contrario, Madison Keys, elle a réussi à mettre plus d'effet dans sa balle, à ne pas prendre trop de risques. Et ça a causé des gros soucis à Iga Swiatek. Et quelle est ton analyse, toi, de ce match à rebondissement? Oui, alors il y a deux, trois choses. C'est qu'elles n'ont pas joué toutes les deux à leur meilleur niveau tout le temps, sauf à la fin du set où là, il y a eu vraiment un vrai combat et on a vu que ce match devenait
absolument palpitant et très excitant parce que quand les deux sont à leur meilleur niveau, eh bien, c'est automatiquement un autre spectacle. J'ai des interrogations par rapport à ce qui s'est passé dans le deuxième set, par rapport à Iga Swiatek et cet énorme trou d'air, vraiment surprenant pour la numéro 2 mondiale quand même, de chuter comme ça, de descendre l'intensité, de perdre un peu la concentration, de perdre son niveau de jeu. Alors, bien sûr que Madison Keys a fait le travail, elle a fait un très très bon set, mais cependant, Iga Swiatek était complètement transparente dans ce deuxième set, et ça, c'est assez curieux. Et comme tu l'as très bien dit, par rapport à des choix tactiques qu'elle a fait aussi, alors on avait entendu Wim Fissette parler des objectifs avec Iga, si tu te souviens, il disait qu'il aimerait bien la rendre encore plus agressive, enfin, oui, c'est ça, plus agressive. Et donc, c'était probablement aussi dans le plan de jeu de la part du coach de demander à Iga Swiatek d'être extrêmement agressive. Malheureusement, elle n'a pas réussi à mettre de l'efficacité derrière ce jeu. Et donc, ça lui échappe après avoir eu une balle de match. Tu disais tout à l'heure une énorme surprise. Je ne sais pas si c'est vraiment une énorme surprise parce qu'on avait parlé de Madison Keys qui a déjà fait finale à l'US Open, il ne faut pas l'oublier, qui est top 10 et qui est exceptionnel tennistiquement, qui malheureusement manque de régularité parce que des pépins physiques, parce que de temps en temps des petits problèmes de motivation aussi. Mais quand elle est là, quand elle a envie, c'est un tennis qui est absolument fabuleux. Elle est dans les meilleures joueuses du monde. Elle l'a montré encore aujourd'hui. Terriblement bonne gestion mentale aussi sur la fin du match de Madison Keys, qui est tout à fait capable de continuer et peut-être aller chercher son premier titre en Grand Chelem. Par rapport à ce que tu dis, est-ce que le fait d'être plus agressif tout le temps, justement de vouloir terminer le point trop vite, est-ce que ça ne lui a pas porté préjudice à Swiatek? Et ça, c'est le point, justement. C'est ça qu'il sera intéressant d'écouter, de l'écouter elle, d'écouter aussi son coach par rapport à ça. Moi, je partage 100% ton avis. C'est pas tout à fait son jeu de faire ça. Elle a d'énormes qualités physiques et un coup droit qui est très bombé, très puissant, très lourd et qui fait mal à l'adversaire. Et donc, son jeu à elle, c'est aussi d'asphyxier son adversaire. D'autant plus qu'une Madison Keys, elle n'aime pas courir. Elle n'aime pas rester longtemps dans l'échange. Et donc, la stratégie n'aurait pas été stupide comme tu l'as très bien dit, de la faire travailler plus et d'être peut-être un tout petit peu plus patiente. C'est difficile de l'extérieur parce qu'on ne connaît pas les consignes, les intentions du joueur. Est-ce que le coach lui rappelait chaque fois d'essayer d'écourter les échanges? Je n'en sais rien, mais en tous les cas, pour moi, la grosse question, elle est là. Est-ce que c'était les bons choix de faire ça? Ça, c'est la question à poser à Iga et aussi à Wim Fissette si on a l'occasion de lui poser la question. Mais physiquement, tu disais qu'elle n'aimait pas courir, Madison Keys, mais là, j'étais vraiment étonnée de ses capacités physiques. En fin de troisième, elle courait encore, elle a quoi, 29 ans? C'est vrai que c'est pas la plus affûtée, peut-être physiquement. Là, elle m'a vraiment épatée. Oui, après, portée par l'adrénaline, le challenge, le contexte, à un moment donné, elle se transcende et elle est capable de le faire. Comme je le disais, elle ne le fait pas tout le temps et elle est un peu on et off pendant l'année, mais elle a ses qualités athlétiques, bien sûr. Elle est très, très grande, elle prend beaucoup de place, mais ce n'est pas, je dirais que c'est pas ce qu'elle aime faire le plus. Elle aime elle est très agressive, elle sert très, très bien, elle aime frapper fort et elle aime des échanges courts. Madison Keys. C'est ça, sa filière de jeu. Être agressive, raccourcir les échanges, prendre son coup droit qui est phénoménal, et voilà, et essayer d'imposer ce jeu offensif. Ça, c'est sa stratégie à elle. Mmh. Donc, Ouais. donc par rapport à Iga, elle peut choisir d'être plus agressive encore, mais alors, ça devient peut-être un peu trop. Et on l'a vu forcer, comme tu l'as très bien dit, forcer plusieurs fois et rater quelques points bien importants, alors que peut-être il aurait fallu faire preuve d'un tout petit peu plus de patience. Bon, voilà, ça c'est le jeu, c'est le choix. Voilà, on n'a pas tous les éléments de la réponse quand même. Ouais, et puis Iga a été rattrapée aussi par ses émotions en fin de troisième set avec 2 grosses doubles fautes à un moment super important. Des doubles fautes qu'elle n'avait plus l'habitude de commettre, hein, avec tout ce travail mental qu'elle fait avec sa préparatrice qui la suit tout au long de l'année sur le circuit. Mais aujourd'hui, Madison Keys a montré plus de sérénité, plus de confiance. C'est elle qui a mieux géré le stress qui s'est imposé. Oui, on sait qu'Iga, elle a montré ça aussi, hein, et elle le montre encore. Elle reste très très jeune, hein, il faut pas l'oublier, Iga Swiatek. Donc ça, c'est un peu comme Alcaraz finalement.
pour moi, le compartiment de son jeu où elle doit s'améliorer le plus, c'est d'arriver à se faire confiance dans ces moments-là, ces moments où il reste que quelques points pour gagner le match dans les plus grosses compétitions. Elle montre de temps en temps un peu de fébrilité. Et voilà, donc ça, c'est aussi chez elle, dû à son jeune âge, évidemment, quelque chose qu'elle va devoir, qui va s'améliorer avec le temps. Il y a quand même 6 ou 7 ans de différence entre les deux, c'est énorme. Mm. Donc, Elle a ça, 23 ans, oui. ouais. Donc il y a 6 ans de différence, mais c'est énorme, 6 ans à ce Oui. niveau-là. Quelque chose qui doit s'améliorer. Et comme tu l'as dit, elle voyage avec son coach, sa psychologue du sport toute l'année, mais c'est un travail de longue haleine et rien ne remplace l'expérience aussi. Donc il faut vivre ces matchs-là pour pouvoir s'améliorer. Donc elle a Ouais. gagné ça, elle a fait c'est une bonne semaine quand même. Elle a égalé finalement sa meilleure performance de 2022. Donc c'est pas mauvais, mais c'est sûr que si elle veut gagner un ou deux grands chelems cette année, il va falloir qu'elle travaille ses points faibles. Oui, et on voyait, hein, sur son visage, on pouvait lire toute la crispation. Elle était vraiment pas sereine depuis le début et autant tout avait été facile depuis le début de la quinzaine pour elle, autant tout était compliqué aujourd'hui face à Madison Keys. On vous l'avait partagé, Swiatek s'était promenée depuis le début de ce tournoi, 14 jeux perdus, à peine 6 heures passées sur le court. Est-ce qu'il ne lui aurait pas fallu un peu plus de rivalité avant d'entamer cette demi-finale? Alors, sans manquer de respect non plus aux adversaires, elle a joué des filles qui étaient classées presque au-delà du top 60. Vraiment, elle a eu un tableau en sucre quand même pour arriver jusque-là. Et oui, oui, peut-être que ça lui aurait fait du bien d'être accrochée et de voir aller puiser un tout petit peu dans ses forces et surtout aller puiser dans son meilleur tennis contre des adversaires beaucoup plus forts. Elle a déroulé jusqu'en demi. Elle n'a absolument pas été inquiétée, mais il y a un décalage de niveau qui est énormissime. Et c'est sûr qu'elle n'a pas été tennistiquement préparée à affronter une Madison Keys qui a joué à son meilleur niveau. Oui, et qui a eu, elle, des tours plus difficiles et des combats plus difficiles, donc c'est sûr qu'elle était mieux en jambes pour aborder, cette demi-finale et donc toujours pas de finale à Melbourne pour Iga Swiatek. Pour Madison Keys, ce sera la première en Grand Chelem depuis celle disputée à l'US Open en 2017. Elle aura une autre montagne à surmonter, samedi, la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, qui mène 4-1 dans leur confrontation. C'est la Bélarusse qui a gagné leurs 3 derniers duels. Sabalenka, double tenante du titre à Melbourne, qui a assez nettement dominé Paola Badoza, hein, ce jeudi en demi-finale sur un score assez net, 6-4, 6-2. Badoza arrivait pourtant en pleine confiance dans sa première demi-finale en Grand Chelem, auteur d'une performance exceptionnelle en quart face à Coco Gauff, l'une des grandes favorites ici. Aryna Sabalenka et Paola Badoza, les 2 grandes amies en dehors du court, s'étaient affrontées à 7 reprises avant cette rencontre et c'est la numéro 1 mondiale qui menait 5-2, remportant même leurs 5 derniers affrontements. Autant dire que la Bélarusse partait avec la faveur des pronostics et pourtant c'est l'Espagnole, 12e mondiale, qui a pris un départ idéal, nullement impressionné de se retrouver là, pour la première fois de sa carrière. Après avoir sauvé une balle de break sur son service, Badoza a pris l'engagement de Sabalenka pour mener 2-0 avant de se procurer 4 balles pour se distancer à 3-0. La Bélarusse, crispée, commettait beaucoup plus de fautes directes dans les premiers jeux, mais très vite, elle a montré qu'elle n'était pas numéro 1 mondial pour rien. Elle a enclenché le mode rouleau compresseur pour prendre 2 fois le service de son adversaire et remporter les 4 jeux suivants. Et c'est sur un ace que la Bélarusse a conclu la première manche, 6-4 en 53 minutes. Plus entreprenante, 19 coups gagnants contre 6, malgré plus de fautes directes, 15 contre 9. Sabalenka a aussi gardé sa bonne moyenne sur première balle au service, 69% dans ce premier set. Dans la deuxième manche, Badoza a offert sur un plateau le break à son adversaire tôt dans le set à 1-1 en signant 2 doubles fautes consécutives. Et comme elle l'avait fait dans le premier, Sabalenka a assommé son adversaire d'un double break pour s'envoler à 5-1, puis conclure la rencontre 6-4, 6-2 sur un dernier coup droit gagnant. En gros, Badoza n'a plus existé sur les services de Sabalenka à partir du moment où elle a réussi à convertir sa première balle de break dans le premier jeu. Les statistiques ne trompent pas, 77% de points remportés sur son premier service, 32 coups gagnants, 80% de points gagnés au filet. Un bulletin comme ça, on aimerait bien que nos enfants nous en ramènent tous les jours, hein. Oui, oui, c'est vrai, et un très bon bulletin de nouveau en demi-finale. Donc
ce que je trouve intéressant dans ce qu'elle a montré, c'est que une fois de plus, elle l'avait fait aussi dans le match précédent, c'est que elle a de temps en temps des moments un peu de moins bien, mais chaque fois, elle arrive quand même à sortir la tête de l'eau et puis après à monter le niveau et enclencher la vitesse supérieure. Donc dans le premier set, ça c'était intéressant. Sur le deuxième set, effectivement, il n'y a plus vraiment de combat. Sabalenka est au-dessus et elle déroule et elle déroule d'une belle façon. Donc elle est favorite pour cette finale, hein, c'est certain. Peut-être pour faire un exploit fantastique de le gagner 3 fois de suite. Donc on verra. Ça va être un match quand même assez ouvert parce que Madison Keys, elle a les armes pour battre Sabalenka puisqu'elle sert très très bien et ça c'est vraiment capital contre Sabalenka qui est archi agressive sur le retour de service. Mais là, notamment avec sa deuxième balle qu'elle est capable de bien kicker, bien faire monter aussi, elle risque d'embêter un peu Sabalenka sur les retours de service. Donc subir un peu moins la pression, ce qui va vraiment être intéressant, évidemment, sur son jeu de service pour Madison Keys. Donc ça va être très chouette à suivre. Oui, et puis elle m'a impressionné, Madison Keys, parce que en termes de vitesse de frappe, justement, elle est quand même très efficace. Elle a ses attaques longues lignes qui sont imparables. Et c'est là où elle a fait vraiment mal à Swiatek. Et aussi sur les courtes croisées, elle parvenait vraiment à ouvrir le terrain de cette manière-là. C'était peut-être un aspect de son jeu que je ne connaissais pas suffisamment, mais oui, et ça va être très important contre Sabalenka parce que Sabalenka, sa qualité première n'est pas son jeu de jambes non plus. Elle est très puissante, mais dès qu'on la sort, dès qu'on la fait bouger, c'est là où les balles, en tous les cas, c'est là où ses défenses sont un tout petit peu moins performantes. Donc, si Madison Keys parvient à mixer entre de la violence, de l'agression, bien servir, frapper les retours et dans l'échange, arriver à, puisque physiquement elle est capable de le faire, de contenir la puissance de Sabalenka et de la faire bouger en utilisant un peu toutes les trajectoires et toutes les zones, ça peut être un match super intéressant à suivre. après, tu nous l'as expliqué durant cette quinzaine, mais je redis, et je l'ai revu tout à l'heure, Sabalenka, elle utilise de plus en plus la variation, hein. Oui, oui. Elle a fait des amortis Oui. superbes, elle a pas mal slicé et c'est ce qui lui a permis aussi de marquer quelques points parce elle surprenait vraiment Badoza. Et c'est chouette de la voir aller dans un autre registre. Alors c'est chouette et c'est aussi admirable d'oser le faire en demi-finale d'un grand chelem. Donc c'est pas le premier tour du tournoi de Doha où c'est finalement plus facile de le faire parce que la pression et les attentes sont moins importantes. Donc ça montre aussi les qualités, la confiance qui l'habite et c'est de bon augure pour la suite de la saison pour elle aussi. Et Badoza qui était aussi en larmes après son match dans le Players Lounge et qui disait après en conférence de presse que elle avait pas de solution en fait. Tout allait tellement trop vite, ça lui arrivait dans tous les sens. Elle avait l'impression d'être dans un jeu vidéo. Elle a dit: «J'avais l'impression d'être sur ma PlayStation et d'être complètement impuissante face à tout ce qui m'arrivait» et donc voilà, ça Oui, résumait bien. moi, j'ai eu l'occasion d'assister au dernier match de Marina Zanevska il y a 2 ans à l'US Open. Elle avait joué Sabalenka, justement. Comme dernier match d'adieu, c'était un beau cadeau. Mais quand tu es à côté du terrain et tu te rends compte en plus, elle fait du bruit aussi, Sabalenka, quand elle frappe la balle. Oui, Tu, ça. tu, tu te rends compte de la violence des coups. Ouais, c'est vrai. Je comprends le ressenti de Badoza pour avoir été témoin de ce qu'elle est capable de faire avec la balle, Sabalenka. C'est vrai que c'est terriblement frustrant parce qu'elle ne donne pas de place en fait. Elle ne Ouais. donne absolument aucune marge de manœuvre. C'est elle qui décide du premier au dehors. Alors elle peut décider de la mettre, dehors, non, mais c'est dehors, c'est sur la ligne, ou si c'est dans le terrain, ça vient à 300 km/h. Donc tactiquement, c'est très très difficile à contenir. Mmh. On verra ce que Madison Keys va pouvoir faire, hein. Peut-être qu'elle trouvera les keys. Oh là là! Oui, c'est pas terrible, mais bon, j'avais envie Ah de la bah faire. Ouais, ah bah là, je trouve que tu es bon ouais, là. oui, merci. Bravo Phil. Je te Donc remercie. 20e succès d'affilée à Melbourne pour Aryna Sabalenka, qui pourrait égaler samedi un record vieux de 26 ans, à savoir remporter une 3e fois
l'Australian Open, comme l'ont fait Margaret Court, Eva Goolagong, Steffi Graf ou encore Martina Hingis. Elle va peut-être marquer l'histoire. Et toujours très sympa, Sabalenka, elle n'a pas manqué de faire rire le public à la fin de la rencontre. Dans son interview d'après-match avec Jelena Dokic, elle a dit « Je pense que Paola va me détester dans les prochaines heures, voire les prochains jours, mais je promets que nous irons faire les magasins ensemble et c'est moi qui payerai la note. » Voilà, toujours un petit trait d'humour, Sabalenka, à la fin de cette rencontre. Et demain, Phil, place aux demi-finales messieurs. Il faudra se lever tôt si vous voulez suivre la première de ces deux affiches entre Djokovic et Zverev. Ce sera à 4h30 du matin, suivi de Yannick Sinner, Ben Shelton à 9h30. Deux énormes affiches en perspective. Et je te laisse me dire qui tu vois arriver en finale dimanche. Sinner à 99,9%. Ah oui, carrément. Quand tu vois comment il a découpé encore Diminor, le niveau de jeu est ridicule. Après, Shelton, c'est pas le jeu de Diminor. Shelton, il sert à 240. Mais bon, Sinner retourne très très bien. Et après, c'est beaucoup plus décousu chez l'Américain. Pas toujours très structuré, mais c'est très très puissant, très agressif. Je sais pas si sur un match en 5-7, il est capable d'aller chercher Sinner. Je pense pas. Et de l'autre côté, alors là, ça c'est vraiment compliqué. Mais je vais me mouiller et je vais annoncer Zverev. Ah oui. Ouais. Tu rejoins ton copain Christophe Vliegen qui annonce Zverev depuis le début. Parce qu'il est blessé aussi, Djokovic. Je n'ai pas eu l'occasion d'ailleurs d'avoir ton avis sur la question parce que depuis ce fameux match contre Alcaraz, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont circulé sur les réseaux sociaux, notamment les réactions d'Alcaraz suite à ce qu'il a déclaré, Djokovic, que s'il avait perdu le deuxième set, il n'était pas sûr qu'il n'allait pas jeter l'éponge, tellement il souffrait de cette blessure aux adducteurs. Qu'est-ce que tu en penses ? Mais en fait, ce que j'en pense, c'est que si je perds qu'il perde le deuxième ou qu'il gagne le deuxième, si la douleur est là, la douleur est là. Je comprends pas ça, tu vois. Donc, ça veut dire que il a gagné le deuxième, mais donc il a quand même pu continuer pour jouer le troisième et puis le quatrième. Et t'es blessé ou t'es pas blessé, quoi. Enfin, c'est ça que je me dis, tu vois. Non, mais toi, à la place d'Alcaraz. Ben oui, donc je comprends les interrogations d'Alcaraz parce que je trouve que c'est pas rationnel comme explication. T'as mal ou t'as pas mal, quoi, tu vois. Enfin, ou tu continues ou tu sais pas continuer. Enfin, je veux dire, pour moi, il y a pas de je suis à moitié blessé, je peux un tout petit peu continuer, mais j'attends encore un peu. Mais si ça va mieux, je peux peut-être. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est pas très cohérent. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus que ça. Je comprends pas l'explication de Djokovic en fait. On le saura très vite dès le début de la rencontre s'il est remis ou pas. J'imagine que son équipe va lui donner un maximum d'anti-inflammatoires, d'antidouleurs pour qu'il puisse d'entrée de jeu être efficace face à Zverev. Mais il a déjà gagné un grand chelem avec une déchirure de combien de centimètres ? Oui, effectivement. Non, mais on sait que c'est un surhomme, qu'il a une tolérance à la douleur qui est probablement bien supérieure à plein d'autres athlètes. Alors évidemment la question, mais bon, est-ce qu'on va se la poser à chaque fois? Est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'il bluffe un tout petit peu, tu vois, pour déconcentrer un peu son adversaire? Est-ce qu'il cherche à gagner un peu de temps, à casser un peu le rythme? Bien sûr qu'il n'a pas besoin de ça. Il est tellement supérieur. Mais bon, voilà. Ouais, c'est difficile, je trouve. C'est compliqué de parler de ça. Oui, après, Zverev, j'ai envie de dire, ce qui me fait un petit peu peur, j'aimerais bien le voir aller en finale, ce serait chouette pour lui d'aller chercher ce premier titre du Grand Chelem qui lui manque tant. Enfin, on n'y est pas encore loin de là, mais par contre, il me fait un peu penser à Swiatek mentalement. Et je me demande si il va parvenir à être aussi efficace que ce qu'il a été sur la quinzaine, mentalement face à Djokovic. Ça, effectivement, Christelle, tu as raison. Cette donnée-là, on ne peut pas la contrôler. Sur le jeu, pour battre Djokovic, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'agresser. Tu dois frapper plus fort que lui. Parce que si tu joues à une vitesse qui n'est pas suffisamment élevée, Djokovic, il va te balader, etc. Il va te faire tourner dans un sens, te faire tourner dans l'autre et tu ne trouveras pas de solution. Mais notre ami Zverev, il sert extrêmement fort et il est capable d'envoyer mais très très fort des deux côtés. Donc si Zverev, il faut que Zverev le joue bien tactiquement évidemment. Si Zverev
comme on l'a déjà vu faire, est 4 mètres derrière sa ligne de fond et qui n'attend, ça ne fonctionnera pas. Mais s'il ose être entreprenant, s'il ose avancer, s'il ose aller chercher les volets, s'il ose mettre tout le temps la pression sur Djokovic, il a une bonne chance de gagner le match. J'en suis absolument certain. Il faudra qu'il soit audacieux. Il faut quand même souligner la performance phénoménale de Djokovic face à Alcaraz. Ça reste franchement... Ouais, parce qu'on peut. Alors c'est ça. Moi, il faut pas rester sur cette histoire de est-ce qu'il était blessé ou pas blessé. Le niveau de jeu proposé, Ah oui, et c'était irréel, irréel. Ouais. À son âge, face à un gamin. En fait, Djokovic, c'est vraiment le gars qui coche toutes les cases à 100%. Il est bon mentalement, il est à 100%, il est bon physiquement, il est bon techniquement, évidemment. Il a l'expérience qu'il faut pour chaque fois faire les bons choix. Donc, la difficulté pour Zverev, c'est qu'il a en face de lui un gars qui a absolument aucun point faible. Il n'en a pas. Et c'est un vrai soldat. Donc, c'est pour ça que je mets le doigt sur le fait d'être audacieux, de oser y aller. Mais en face de lui, c'est une énorme montagne, c'est certain, parce que je pense que Djokovic, encore aujourd'hui, malgré ses 38 ans, est le seul qui coche absolument toutes les cases pour ce sport. Il y a zéro faiblesse, aucune lacune, pas de défaut. Voilà, c'est vraiment la copie parfaite de ce qu'est d'être un joueur de tennis. Évidemment, les statistiques de toutes ces victoires le montrent, mais c'est vraiment ça. Pas de faiblesse, pas de point faible. C'est fabuleux, quoi. Ouais. Fabuleux. On peut ne pas aimer le joueur, mais quand même, moi, je vais regarder et je vais me dire, waouh, encore un match de Djokovic, parce que je trouve qu'il force le respect. Tu vois, au départ, on avait toujours un peu nos fans, un peu plus Federer, un peu plus Nadal, et puis lui, toujours un tout petit peu moins. Mais là, ce qu'il propose, tu vas acheter ton ticket, tu vas aller en famille, tu vas voir le match, tu vas te mettre devant ta télé. Merci, monsieur, non? Merci de proposer ça. C'est fabuleux. De pouvoir développer un tennis qui est aussi magnifique. Donc, moi, je trouve que c'est respectable. Et pour terminer, ne nous laissons pas endormir même si peut-être il y a quelque chose, ne nous laissons pas endormir par « Ah oui, mais est-ce qu'il aurait bluffé parce qu'il aurait été un peu blessé ?» ou voilà, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut retenir? Je ne pense pas. Non, bien sûr, mais qu'il soit grand en demi, s'il n'est plus blessé, on espère en tout cas, et qu'il puisse se donner à fond et que cette rencontre soit une demi-finale au sommet. Je serai là pour la suivre, pour vous en tout cas, et pour vous rendre compte de ce qui s'est passé demain. Je vais quand même ajouter, avant de te dire au revoir, Phil, que notre petite Jelen van Drome a malheureusement perdu en quart de finale du tournoi junior. Elle a été battue en 2-7 assez secs, 6-2, 6-1 par la Slovaque Mia Pohankova. 49e mondiale chez les jeunes, mais attention, déjà 511e mondiale chez les seniors à seulement 16 ans. Une bonne graine de championne, cette jeune femme. C'est un quart de finale, le 3e en Grand Chelem en un an pour Jelen van Drome. C'est quand même pas mal comme résultat. Oui, absolument. Tennis belge à l'honneur, c'est chouette. Et merci beaucoup, Phil, d'avoir été en ma compagnie. Merci. Je te dis rendez-vous demain. Avec plaisir. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été à l'écoute. Et puis, on se retrouve demain. Merci pour vos nombreux commentaires sur YouTube, sur les réseaux sociaux par rapport à ce qu'on fournit comme travail. Merci beaucoup. À très vite. Ciao, ciao Philippe. Ciao, ciao.